Voilà, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette rencontre avec Thierry Mertena, qui est organisée par les bibliothèques municipales et en particulier on est ici à la bibliothèque de la Cité. Euh, Juste pour vous souligner le contexte, cette année les bibliothèques municipales lancent une thématique qui s'intitule Fenêtre sur rue. Alors on est tout à fait dans le sujet puisque Thierry Mertena vient de publier un ouvrage qui s'appelle Dehors, paru aux éditions Laboret Fides, qui est le journal d'un localier. Alors peut-être première question, Thierry Mertena, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'un localier? C'est un journaliste comme vous qui pose des questions, qui se promène effectivement dans la rue plus souvent qu'à son tour avec sa carte de presse pour se légitimer. On ne va pas impunément poser des questions aux gens sans leur dire pourquoi on est là et pourquoi on a des questions à leur poser, parce qu'on est journaliste et qu'on a une carte de presse. J'habite à Genève comme vous depuis longtemps, mais c'est une ville qui reste quand même à découvrir. Donc j'ai besoin d'un plan. Donc j'ai toujours dans la poche un plan à l'ancienne. Les plans sur iPhone et tout, j'ai un peu de la peine à les consulter parce que j'ai l'âge pour avoir ce genre de difficultés. Puis un carnet, à l'ancienne aussi, des petits blocs-notes avec un crayon sur lequel je note à la volée les bouts d'entretien, les bouts d'échange que j'ai avec les uns et les autres. Quoi. Voilà. Ça, c'est le localier avec son outil de travail, simplifié, on va dire. Et avec son outil de travail, il est toujours dehors. Il est toujours à même le bitume. Ah, il est dehors pour aller chercher les sujets, suivre l'actualité comme elle, comme elle se déroule et tout, dans sa part un peu imprévisible. Il est dedans quand même pour écrire. Tout à fait. J'ai un ordinateur, voilà. Et en ce moment, on est tous dedans pour écrire chacun chez soi, un peu isolés les uns des autres, les articles qu'on nous demande de faire. Mais c'est un moment assez court. J'essaie de le rendre le plus court possible, ce temps rédactionnel chez soi et après, dehors. Et dans ce dehors du localier, il y a des figures qui émergent, et notamment ceux qui vivent dans la rue. Donc je peux peut-être vous faire une toute petite citation de l'ouvrage. C'est l'exercice de mon métier qui me rapproche des gens de peu, des gens de rien, ce que l'on affuble de cet acronyme détestable en lettres capitales, SDF. Le localier qui affectionne le plein air finit tôt ou tard par entretenir une relation de voisinage informel avec les sans domicile fixe. Ensemble, on occupe un peu le même terrain, on l'arpente à pied, la tête en l'air, par n'importe quel temps. Nos pas se heurtent, nos regards se croisent, le dérangement mutuel a sa formule. Qu'est-ce que vous me voulez? L'interpellation verbale est souvent justifiée, je m'y accroche comme un nageur en eau trouble à sa bouée. Le lien à faire se mérite, il peut se défaire en un instant. C'est jamais gagné de rencontrer. Enfin, il y a d'abord cette part hasardeuse qui fait qu'on va au contact des gens sans forcément les avoir vus, les connaître et tout. On va pas, c'est pas des rendez-vous pris. Hein, voilà. Mais l'espace public, il est traversé par des gens comme vous et moi, et puis il est aussi habité par des gens qui n'ont pas d'autre solution que d'y survivre, quoi, jour et nuit. Et forcément, à force d'être un peu ce journaliste qui déambule dans les rues de sa ville, aux heures un peu décalées, quand les gens ne travaillent pas, enfin, etc., en allant chercher un peu les ambiances bout de bois comme ça du milieu de la nuit, bien évidemment qu'on on se fait des amitiés, on se fait des rencontres qui deviennent, oui, parfois des relations un peu entretenues, enfin, voilà. Des gens qui ont des choses à vous dire. Dans ces relations entretenues qui apparaissent dans l'ouvrage, il y a une figure, ou deux même, celle d'Anne et son fils. Peut-être racontez-nous la première rencontre avec Anne. Elle est, comme je viens de le dire, c'est la rencontre avec une femme SDF dont je ne sais rien, qui a sa part de mystère parce qu'elle est là depuis longtemps. Elle est assise dans un square. Elle dort dans des toilettes semi-publiques du côté des Halles de Lille. Elle a comme ça son périmètre un peu d'adoption. Et puis en même temps, elle est fuyante, elle est évitante. Ça n'est pas du tout quelqu'un qui a forcément envie de répondre aux questions. Puis de fil en aiguille, il y a quand même une relation, le début d'une relation qui se fait. On se revoit, elle finit par, non pas m'adopter, mais en tout cas prendre conscience de ma présence et que ma présence n'est pas forcément intrusive, parce que si elle ne veut pas répondre à mes questions, eh bien je la laisse tranquille. Mais enfin, je reviens, j'ai pour habitude de revenir dans les lieux qui sont bizarrement comme ça habités ou occupés. Et puis de fil en aiguille, ben, la relation s'est faite, à tel point qu'à un moment donné, j'apprends une chose qui, moi, me bouleverse. C'est que cette femme à qui je parle depuis déjà des mois, sinon presque des années, eh bien, elle a été journaliste. Elle a eu, elle aussi, dans une autre vie, une carte de presse qu'elle a utilisée pour interviewer des gens autrement plus célèbres que tous ceux que j'ai pu rencontrer dans ma modeste carrière. Elle a rencontré des acteurs de cinéma, elle a rencontré John Lennon, elle a rencontré Stanley Kubrick,
Et elle a fait le portrait de chacun d'eux. Voilà. Oui. Alors quand elle me dit ça, d'abord je ne la crois pas. Parce que voilà, je fais un métier quand même qui consiste à vérifier l'information qu'on vous donne, surtout quand cette information, elle ne passe pas par les canaux officiels, elle n'a pas une valeur institutionnelle, si vous voulez. Elle n'a pas été relue par un porte-parole. C'est une information de rue qu'il faut vérifier. Donc d'abord, je ne la crois pas. Je pense que c'est une délirante. On est tous un peu délirants, mais la rue entretient quand même ce côté tout d'un coup d'une imagination qui déborde. Eh bien non, cette femme est bien ce qu'elle me dit qu'elle a été. Voilà. Et vous découvrez sa plume dans Le Monde, dans Libération. Elle a fait toute la grande presse française parisienne de l'époque des années 60, 50, 60, 70, début des années 70. Elle a son nom, et c'est bien son nom, elle a son style. Elle a une écriture magnifique, un art du portrait, un art de l'interview. On la sent assez acharnée dans la manière de questionner les gens. Et puis son écriture que je découvre à la lecture, eh bien, me rappelle son élocution et son phrasé et l'expression qu'elle donne aux échanges qu'on a dans la rue, qui sont au niveau de la syntaxe, au niveau du vocabulaire, extraordinaire. Pour une femme qui est à la rue, qui vit dehors, je trouve qu'elle parle de manière extraordinaire. C'est une des choses qui est souvent frappante et qui, moi, m'émeut beaucoup chez les SDF, c'est qu'ils ont une capacité à se raconter, à faire récit de leur vie, alors avec tous les aspects un peu élucubrants, un peu qu'il faut parfois effectivement mettre les guillemets, mais quand même, cette capacité à se raconter, je trouve ça extraordinaire. Et puis vous me disiez aussi, je suis fasciné par cette capacité à survivre envers et contre tout. Je ne sais pas, il y a des moments où on se demande où ces gens puisent leurs ressources propres pour continuer à être là, dans cet exercice de survie permanent, par n'importe quel temps, dans n'importe quelles conditions, y compris les conditions sanitaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes dans une bibliothèque qui, par moments, est ouverte à ce qu'on appelle dans le métier des bibliothécaires des séjourneurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, des gens qui sont dans le lieu, qu'on accepte, qu'on tolère, et qu'on laisse faire leurs apprentissages, lire des livres, consulter la presse, etc. Tous ces gens-là, moi qui ai l'habitude de les suivre, à un moment donné, effectivement, je me retrouve avec eux, tolérés, entre guillemets, dans ces lieux qu'on appelle magnifiquement des bibliothèques, et qui, aujourd'hui, sont des lieux, sont des lieux fermés, même si nous, tous les deux, on a la chance d'y être accueillis aujourd'hui et de se parler pour de vrai, en présentiel, comme on dit. Profitons-en. Et puis dans ces frères de bitume, il y a le fils d'Anne, Pierre, avec qui vous allez nouer aussi une relation à la mort d'Anne. Et va surgir de l'équation le père qui avait disparu. Racontez-nous un tout petit peu ce développement. Le fils reste dehors après la mort de sa mère. Cette femme il faut quand même le rappeler, elle a d'une certaine manière agonisé dans la rue avant d'être au dernier stade de sa maladie, prise en charge par les services sociaux, services sanitaires qui s'étaient manifestés déjà plusieurs fois avant, mais enfin elle était dans le refus et dans le déni. Et au final, elle a fini par mourir dans un hôpital pas très loin du lieu où elle était, où elle survivait. Et son fils, d'une certaine façon, a pris sa succession. Enfin, elle lui a légué la rue en héritage, on va dire les choses comme ça. Enfin, je crois les avoir un peu formulées ainsi. Et c'est d'ailleurs un peu comme lui-même me l'avait exprimé, quoi. Il s'est retrouvé avec les reliquats de sa mère, et notamment un exemplaire du livre qu'elle avait écrit, parce que les portraits dont je parlais tout à l'heure, à un moment donné, elle les a rassemblés, elle en a fait un livre, un recueil. Et son fils avait toujours avec lui ce livre, un petit livre, comme je l'ai dit, très très bien écrit. Et puis, dans les échanges que j'ai eus avec le fils, je vais répondre à votre question, la figure du père, il m'a toujours dit qu'il était orphelin de père. Voilà encore une chose à vérifier. Je me suis permis de vérifier, et de fil en aiguille, fortuitement, on a un jour reçu au journal un email d'un monsieur à qui on avait transmis l'article relatant la mort de cette femme, à qui j'ai rendu hommage, comme j'ai jugé nécessaire de le faire, parce que cette femme a eu son histoire dans mon journal et qu'elle méritait, et aussi parce que le voisinage l'avait connue et qu'elle était une figure de la ville, elle méritait d'avoir un article qui la raconte, a posteriori, comme on rend hommage à quelqu'un qui vient de décéder. Cet homme qui habite en France a eu connaissance de cet article et lisant cet hommage, il a appris qu'il y avait un fils. Et du coup, il écrivait à mon journal pour annoncer qu'il était le père, enfin qu'il avait envie de rentrer en contact avec ce garçon qu'il n'avait plus vu depuis plus de 20 ans. Et il me demandait comment faire. Et dans vos échanges épistolaires, vous allez lui raconter ce fils.
Et vous allez notamment lui dire, mais votre fils, il boit pas, il fume pas, et puis c'est quelqu'un qui est debout dans la vie. Je lui ai raconté ce que je savais de son fils. Je n'avais pas de confidence particulière à, à, à lui transmettre. Je lui ai raconté son fils tel qu'il m'était apparu, tel que je l'avais à de multiples reprises interrogé, mais de manière ouverte, comme ça, dans des espaces extérieurs. Euh, et effectivement, j'avais un certain nombre d'éléments pour le faire exister aux yeux de ce père qui était d'une certaine manière à le rechercher depuis plus de 20 ans. Donc ça a débouché vous avez raison de le dire, sur une correspondance. Enfin, à un moment donné, l'email a pris un peu une autre tournure. On continuait à s'écrire de cette manière-là parce que mon correspondant était dans une ville étrangère et que c'était évidemment plus simple ainsi. Mais enfin, il y a des moments où j'avais l'impression en le lisant que c'était plutôt une lettre manuscrite qui m'était arrivée, quoi. C'est deux des figures finalement qui apparaissent dans votre livre. On a une autre SDF dont les fameuses colères nordiques, vous le décrivez, vont émouvoir le quartier lorsqu'elle disparaît. Ils se demandent où elle est et ils prennent contact avec vous. Parce elle avait une présence très démonstrative qui pouvait alterner des moments de colère, comme vous dites, avec d'autres moments où elle était un peu comme ça, un peu inquiétante. Enfin, elle pouvait faire peur à autrui malgré elle. Mais surtout, elle incarnait aussi cette notion de survie. Je crois qu'elle est restée 2 ans sous la marquise d'une enseigne commerciale parmi les plus connues de la ville, non loin de la galerie marchande de la gare centrale et tout. Enfin, elle était à la vue de tous pendant 2 ans. C'est pour ça qu'au moment où elle disparaît, eh ben, il y a une espèce d'émoi qui se crée et tout le monde a envie de savoir, enfin, tout le monde est inquiet pour cette femme, sans avoir forcément pris la peine au demeurant de la rencontrer et de lui proposer ceci ou cela. Donc, mais d'elle, j'ai pas grand-chose à dire. Sinon, cette présence, très énigmatique. Vous parlez beaucoup de ces présences aussi, qu'elles dorment à même la vue de tous ou qu'elles dorment sur la terrasse d'une villa un peu en retrait. Il y a toujours cette notion de la précarité et du froid qui guette. C'est une réalité quand même permanente, hein. On est dans une ville très riche et très pauvre, où les inégalités sociales s'affichent à la rue, quel que soit le temps, quelles que soient les règles et consignes sanitaires dans lesquelles on doit vivre. Enfin, le confinement des uns ne se marque pas de la même manière chez les autres. Enfin, l'extériorité du SDF, la figure du clochard, on n'ose plus aujourd'hui utiliser le terme de clochard. Les travailleurs sociaux n'aiment pas qu'on parle de clochard. Ça réfère un peu à une image un peu anecdotique, peut-être un peu cinéma, enfin le cinéma comme ça des années 50 et tout. Voilà, enfin, moi j'ai pas honte parfois d'utiliser ce terme de clochard, hein, mais bien dans une ville comme Genève, qui est une ville très riche, on dit qu'entre 500 et 1000 personnes sont à la rue dans notre ville. C'est considérable et ça va en augmentant. Et face à ça, vous racontez notamment l'un des lieux d'hébergement, qui est cet ancien temple transformé en halte de nuit. Parlez-nous un peu de ce lieu, parce que vous allez vous y immerger un moment. C'est un lieu magnifique. Malheureusement, on aimerait qu'il soit encore aujourd'hui ce qu'il était lorsqu'on en a parlé, c'est-à-dire une halte de nuit ouverte inconditionnellement à toute personne privée de toit, privée d'adresse, privée de chez soi. Donc il y avait très vite ce lieu qui s'est ouvert la nuit est devenu une espèce d'auberge espagnole, comme ça, de Babel des langues, parce que tout se racontait dans ce lieu, etc. Même si dans le premier geste, il était humanitaire. Il s'agissait de permettre aux gens de se mettre au chaud, de leur offrir à manger le soir, une soupe, et puis de ne pas les jeter à la rue le matin parce que les nettoyeurs doivent arriver, etc. Donc c'est un lieu ouvert, un lieu humanitairement ouvert à tous et toutes. Et quand on est journaliste et qu'on est curieux des autres, forcément, on y fait des rencontres en permanence, quoi. Alors je vous cite de nouveau, vous dites « Il est 2 heures du matin, un homme sans âge vient d'arriver, comme seul bagage 2 cartons pliés à la diable. Il se rendait au bord du lac, il a vu de la lumière éclairer les vitraux, il montre les marches en pierre d'un pas incertain et s'entend dire bienvenue. Les 3 syllabes du mot le plus souvent utilisé à cette adresse. L'inconditionnabilité à son vocabulaire, son geste aussi, la poignée de main et le regard dans les yeux qui va avec. » C'est rendre hommage aux travailleurs sociaux, aux équipes accueillantes
l'inconditionnalité, elle a son prix aussi. Hein. À un moment donné, on s'expose quand on est dans le métier de l'urgence sociale. Donc on accepte d'être parfois confronté à des situations difficiles, parfois des situations de violence, etc. Et voilà, et on accepte aussi d'aller jusqu'au bout de la nuit avec ces gens, de les accompagner, enfin d'être là, présent avec eux d'une certaine manière, même s'ils sont dans le sommeil, parce qu'ils sont là pour dormir aussi. Mais quand même, la figure du travailleur social, lorsqu'il devient ce veilleur de nuit qui est un peu la figure protectrice des autres, elle est magnifique, quoi. Enfin, c'est mon métier aussi de dire ça, quoi. Oui, de leur rendre hommage, quoi. D'ailleurs, vous rendez hommage à plusieurs de ces figures de secours. Vous allez aussi faire une immersion long terme chez les pompiers. Et notamment, vous allez parler de ceux dont on ne parle jamais, ceux qui relèvent les personnes âgées, par exemple. C'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Oui, les pompiers sont importants pour tout le monde, hein. Ce sont les concierges de la ville à partir d'une certaine heure de la soirée. Mettons qu'à partir de 22 heures, c'est les pompiers. Et j'en ai encore fait l'expérience ce week-end. On se parle, nous sommes lundi. J'ai passé mon week-end dehors à travailler pour mon journal, j'étais de garde. Et qui c'est que j'ai d'abord vu dans la nuit? Les pompiers, parce qu'il y avait des incendies, parce qu'il y avait des gens, comme vous dites, qui avaient fait des chutes soit dans la rue, soit chez eux, quoi. Ce qu'on appelle le relevage de personnes. Les personnes, souvent d'un certain âge, ont des difficultés domestiques qui font qu'à un moment donné, ben voilà, il faut aller les secourir. Et le pompier, dont on imagine qu'il est surtout accrapahuté au sommet de son échelle, eh bien, clairement dit, il passe autant de temps, sinon plus, à aller au contact de ces personnes isolées, seules chez elles, et à faire du relevage, oui, à soulager les gens et à les remettre dans leur lit, à les remettre d'aplomb et à éviter qu'ils ne soient hospitalisés, etc. Enfin, Il y a la figure du pompier, vous allez suivre aussi la police, et notamment les brigades qui se consacrent aux disparus. Et là, vous avez quelques pages extraordinaires sur cette recherche effrénée pour retrouver les gens. je ne sais pas si ce sont des pages extraordinaires, ce sont des métiers qui le sont par certains côtés extraordinaires et qui valent en tout cas la peine d'essayer de les restituer dans leur quotidienneté un peu cachée, quoi. Voilà. Il y a dans cette ville, dans certains bureaux de la ville, d'un hôtel de police, d'un boulevard de cette ville, des gens qui, à nuit faite, essaient de retrouver d'autres personnes annoncées comme disparues, et particulièrement lorsque ces personnes relèvent de ce qu'on appelle des disparitions inquiétantes, quoi, où il y a vraiment de bonnes raisons de se donner les moyens de les retrouver vite. On retrouve aussi la personne âgée, là, hein, la fugueuse, la personne qui souffre de troubles mentaux, qui a quitté, et Dieu merci, on les retrouve souvent, mais ça arrive souvent, quoi. Enfin, qu'il faille aller les rechercher au milieu de la nuit parce qu'ils ont quitté le parc ou leur domicile, etc. Donc oui, il y a une brigade qui fait ce travail-là. Alors j'étais totalement ignorant. Je savais que les gens disparaissaient parce que parfois il y a des avis à la télévision, dans les transports publics, etc., ou même de l'affichage sur les murs, hein. Mais pour autant, je n'avais jamais pris la peine de m'intéresser à celles et ceux qui, inspecteurs de police judiciaire, font ce travail de tenter coûte que coûte de les retrouver, et de les retrouver la plupart du temps. Même si là aussi, au bout de ce chemin, il y a parfois la mort quand même, hein. La mort, vous y êtes souvent confronté, la violence qui émerge aussi parfois. Comment est-ce qu'on se protège un peu de ça? Est-ce qu'on s'en protège? Comment vous faites? D'abord, je ne suis pas tout seul. Souvent, les reportages dont vous parlez sont faits avec un photographe, un ou une photographe. J'ai la chance dans le journal où je travaille, la Tribune de Genève, d'avoir autour de moi des photographes formidables à qui je dois beaucoup. Le fait divers auquel j'ai commencé à m'intéresser dans une deuxième partie de ma carrière, avant 45 ans, je n'avais pratiquement pas goûté à la rue, j'allais dans les théâtres, hein. Ma place y était réservée chaque soir. Mais se retrouver dans la rue, c'est toujours bien d'y être accompagné, enfin, ou de partager cette expérience avec d'autres. Dans l'ordre sont les photographes. Et ils ont, ceux avec lesquels je travaille, une connaissance de la ville, une connaissance des gens, de ces métiers de l'urgence dont vous parliez avant, qui sont bien supérieurs cette connaissance est bien supérieure à la mienne.
j'ai un peu rattrapé le temps perdu depuis. Je me suis mis un peu à leur niveau, quoi, mais grâce à eux. Donc oui, comment aller au contact de ces situations difficiles, de ces moments parfois où on est confronté. Le fait divers, c'est le malheur des gens. Hein, c'est ça, à un moment donné. Derrière le fait divers, derrière le récit qu'il faut donner d'une histoire qui s'est produite, de comment la reconstituer, etc., c'est les gens à qui il est arrivé quelque chose et les gens sont malheureux. Voilà. Et alors là, oui, à un moment donné, il y a effectivement parfois une vraie difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce malheur quand on travaille pour un journal? Ben, pas tout, quoi. C'est aussi peut-être parfois pour la raison pour laquelle on fait, quand on en a la chance, un livre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre dans un livre plus facilement qu'on ne pourrait le faire dans un journal. Non pas qu'on se censure, mais à un moment donné, un article de journal s'expose à toutes sortes de mauvaises lectures, tandis qu'un livre, quand même, aujourd'hui, ça reste quelque chose d'intime, quoi, qui fait qu'on peut dire les choses autrement. Puis dans cet intime se côtoie à côté de cette violence des moments poétiques. Il y a une femme qui plante des roses trémières au cœur de la ville, par exemple. Il y a un homme qui dépose des petits bouts de papier avec des citations. Euh, Comment est-ce que vous les rencontrez, ces gens? Ah, fortuitement. Les petits post-it jaunes ou les citations littéraires placardées dans les... J'ai d'abord découvert ça dans un ascenseur panoramique. Et puis sur du mobilier urbain, etc. Je trouvais incroyable. Il y avait une espèce de... Le quartier qui était voisin de celui où j'habite, tout d'un coup, effectivement, prenait une valeur littéraire tout à fait surprenante. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la... j'ai fait ce que la police appelle de la filature. Enfin, j'ai filoché des gens en me disant, tiens, c'est peut-être lui, etc. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvé. L'individu qui, chaque jour, allait accrocher à droite, à gauche, sa pensée du jour. Je l'ai trouvé comme ça dans la rue. Et puis la dame des roses trémières, qu'on a appelée l'ensemenceuse du quartier de Plainpalais, ben, elle fait collection des graines de roses trémières, cette rose qui est extraordinaire, hein, qui a la taille d'une basketteuse. Et elle ensemence tout le centre-ville, c'est devenu un peu son jardin. Et puis voilà, j'ai été à son contact, je l'ai rencontré, j'ai fait son portrait, mais dans la rue, accompagné d'un photographe à côté d'une de ces floraisons magnifiques. Et voilà, ce sont des rencontres qui se font ainsi et qui ne pourraient probablement pas se faire autrement. Vous dites, moi au fond, c'est ce type de sujet, il n'y a pas de petits sujets. Et moi je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe que par des discours officiels ou comme ça. Vous, c'est vraiment cette rencontre-là immédiate. Oui, mais enfin, je l'ai pas... Ça n'est pas un choix, on va dire, éditorial ou une chose qui s'est faite de manière préméditée ou parce que j'avais envie de me distinguer d'un journaliste peut-être un peu plus institutionnel, un peu plus collé à l'actualité qui s'impose à nous à travers la chose politique, la chose économique, etc. Non, et alors après, à un moment donné, effectivement, dans un journal, il faut toujours se rendre utile pour continuer à exister dans le métier qu'on fait. Donc effectivement, mettons que dans mon journal, je suis utile à cela, quoi. Et quand il pleut, quand le Rhône menace de déborder, ou l'Arve, etc., ben, on va penser à Mertena. On se dit, ben, tiens, il aime bien bosser dehors, il aime bien bosser sous la pluie, il connaît les gens qui sont dehors, on va l'envoyer. Et puis c'est vrai que c'est souvent moi qu'on envoie, ou alors je me porte moi-même volontaire. Et voilà. Vous avez d'ailleurs une très belle citation en tout début de votre livre. Euh, Elle est de Baudelaire. Elle dit « Il adopte comme sienne toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. » Ouais, alors oui, c'est du Baudelaire. Donc citer Baudelaire en ouverture de ce livre, ça n'est pas vouloir faire la même chose. Hein, c'est pas de la littérature, mais c'est le poète dans la ville. Quoi. C'est la figure du poète dans la ville. Ce qu'il a été lui dans les petits poèmes en prose, qui sont un peu, alors pour moi, une lecture de chevet. Effectivement, j'ai relu et relu encore ces textes-là, ces récits comme ça, ces micro-récits du quotidien parisien qui était le sien à l'époque. Et c'est une belle leçon d'écriture. Si vous deviez, en un mot de conclusion, nous dire ce que vous a apporté ce passage de vous en journaliste culturel à vous en journaliste localier, à ce que vous y avez découvert, ce que ça vous apporte? De l'humanité en plus. Le plaisir d'être là aujourd'hui, de vous parler, de vous écouter, poser des questions
qui font le lien entre, voilà, qui font que ce moment est un moment où on existe pleinement dans un échange humain. Voilà. Et ça, oui, ça c'est ce que cette part un peu nouvelle de mon métier qui n'a plus grand-chose à voir avec le théâtre ou les lieux culturels consacrés m'a apporté et continue à m'apporter tous les jours. Et un apprentissage permanent. Je considère que je suis toujours en train d'apprendre des choses, malgré l'âge certain qui est le mien, 60 ans et plus. Eh bien, j'ai l'impression d'être un adolescent qui court la rue pour aller demander aux gens, racontez-moi. Super, merci beaucoup Thierry Mertena. Merci Je rappelle que votre livre s'appelle Dehors, journal d'un localier. Il est paru aux éditions Labor et Fides. Merci beaucoup.